Bon retour, accro de Shadow. La dernière fois, Kai a fait l'impossible, il a vaincu seul un boss de rang Jade et a cru que tout s'arrêtait là. Ce n'était pas le cas. Parce qu'au moment même où la victoire semblait acquise, le ciel s'est déchiré, comme si la réalité elle-même en avait assez d'obéir aux règles, et un dragon blanc mythique de niveau 100 est tombé dans l'arène, tel un boss final qui n'aurait jamais dû exister. Pour la première fois depuis longtemps, même Shadow a hésité. Car cette chose ne ressemblait pas à un boss. Elle ressemblait à un bug dans l'équilibrage du jeu. Alors aujourd'hui, pas de temps à perdre. Prenez un snack, installez-vous confortablement et attachez vos ceintures. Parce que cet épisode déborde de combats insensés, de butins injustes, de nouvelles compétences terrifiantes et d'un lore si sombre qu'il vous fera murmurer « Ouais, voilà pourquoi ce jeu est maudit ». Continuons. Au moment où l'œuf désespéré s'est brisé, le ciel lui-même s'est ouvert, et quelque chose d'ancien a forcé le passage, comme s'il attendait cette permission depuis des siècles. Un immense dragon squelettique est descendu, ses os blancs luisants d'une aura maudite, mythique et clairement interdit ici. Même Shadow est resté figé un instant. Que faisait un boss de rang mythique à cet endroit? Il n'a presque pas eu le temps d'y réfléchir qu'une attaque lui est tombée dessus, une puissance brute s'abattant sur lui tandis que le dragon rugissait. Et à cet instant précis, la réalisation l'a frappé plus violemment encore que l'onde de choc, ce n'était pas un boss aléatoire. C'était un boss caché. Une légende que tout le monde croyait imaginaire, soudain bien réelle. Au sol, la princesse désespérée a bougé. Sa forme humaine s'est lentement éveillée, une aura blanche s'échappant de son corps, comme appelée par ce rugissement. Shadow a regardé, pétrifié, tandis qu'elle s'élevait dans les airs et dérivait vers l'immense crâne du dragon non pas avec peur, mais avec désir. Au lieu de dégainer une arme, elle a volé droit vers le monstre et a entouré son museau de ses bras. Aucun sort. Aucune résistance. Juste une étreinte tremblante, des larmes coulant comme si elle venait enfin de retrouver celui qu'elle cherchait depuis toujours. Alors qu'elle serrait le dragon, un cœur rouge éclatant est apparu dans sa poitrine, brillant de plus en plus fort à chaque battement. Puis son corps a commencé à se consumer, non pas violemment, mais doucement, comme de la cendre prise dans la lumière du soleil. En un éclair, elle s'est totalement désintégrée contre le visage du dragon, et cette lumière a explosé vers l'extérieur, engloutissant entièrement la bête squelettique. Sa barre de vie a commencé à se vider tandis qu'il disparaissait lentement. Le dragon blanc maudit a commencé à s'effriter morceau par morceau, ses os antiques se réduisant en poussière, comme si la malédiction elle-même était enfin levée. Quand la lumière s'est dissipée, le dragon avait disparu. Pas de rugissement. Aucun reste. Juste un unique cœur rouge lumineux flottant silencieusement dans l'air, dérivant vers Shadow comme s'il l'avait choisi. La voix du système a brisé le silence, l'informant avec une désinvolture presque insultante qu'il venait d'empêcher la résurrection d'un ancien dieu nommé Kexus. Et en bonus, il avait obtenu l'objet appelé cœur de la malédiction. Évidemment. Deux choix sont apparus devant lui, aucun n'étant rassurant. Il pouvait utiliser le cœur et devenir le serviteur de Kexus, sacrifiant sa durée de vie en échange de puissance. Ou bien il pouvait le détruire et recevoir à la place un objet de rang mythique. Shadow n'a pas pris la décision à la légère. La puissance était tentante, certes, mais la description était claire sur un point, ce n'était pas une bénédiction. C'était un parasite. Et les parasites ne partagent jamais. L'idée d'être lentement dévoré par un dieu ancien a rendu le choix plutôt simple. Alors Shadow a écrasé le cœur sans hésiter. Au moment où il s'est brisé, il a explosé dans une lumière aveuglante, si intense qu'elle l'a englouti entièrement. Pendant une fraction de seconde, il n'y avait plus rien, ni son, ni sol, ni ciel. Quand sa vision est revenue, il se tenait toujours dans l'arène de la tour magique penchée. Mais quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Il portait un masque. Un masque de guerrier. Il avait été téléporté ailleurs, et ce corps n'était plus le sien. Le masque était cornu, inhumain. Appartenant clairement à quelqu'un d'autre. La confusion n'a même pas eu le temps de s'installer qu'une jeune princesse aux longs cheveux verdâtres est arrivée en courant près de lui, les yeux brillants,
la voix chaleureuse, l'appelant par un nom qui n'était pas Shadow Arthès. Devant eux, un jeune homme aux cheveux blancs et aux cornes était assis nonchalamment sur le mur, observant le paysage extérieur. La princesse lui a demandé s'il repartait encore, son ton déjà méfiant. Arthès a souri avec gêne et a expliqué qu'une nation ennemie avait invoqué un monstre poulpe près du port, et qu'en tant que gardien du royaume, il devait s'en occuper. Devoir, danger, héroïsme l'excuse habituelle. La princesse a explosé. Elle l'a accusé de mentir et lui a rappelé qu'il lui avait promis de lui apprendre les arts du vent ce jour-là. Arthès a tenté de la calmer rapidement, affirmant qu'il rentrerait plus tard dans la journée puisque ce n'était encore que le matin. Mais cela n'a fait qu'attiser sa colère. Elle a crié qu'elle n'était pas une enfant qu'on pouvait tromper et a souligné que la côte se trouvait à 7 jours de voyage. Il était impossible qu'il revienne ce soir-là. Sa colère s'est durcie lorsqu'elle l'a comparé à son père, lançant que tous les hommes étaient des menteurs et des vauriens, ses doigts pointant l'air comme si la trahison elle-même se tenait devant elle. Décontenancée, Arthès a sauté du mur et a tenté de l'apaiser, lui demandant où elle avait appris des mots pareils, avant de sortir un étrange objet argenté, semblable à une écaille. Il l'a appelé la balance de la promesse. Sous son témoignage, expliqua-t-il, quiconque rompait une promesse perdrait ses ailes et ne pourrait plus jamais voler. La princesse s'est figée, rougissant instantanément, et a rejeté l'idée, insistant sur le fait qu'elle ne voulait pas qu'il perde ses ailes. La simple pensée la terrifiait. Arthès s'est radouci, a promis qu'il tiendrait parole et lui a dit de ne pas sous-estimer ses arts du vent. Puis, comme pour le prouver, il a déployé une magnifique paire d'ailes blanches gigantesques. Ses yeux se sont illuminés sur le champ, des étoiles semblant presque s'y former tandis qu'elle s'extasiait sur la beauté et le style de sa transformation. Clairement, la subtilité n'avait jamais été une option. Avant de partir, Arthès a promis qu'il reviendrait et qu'ils dîneraient ensemble. Il a ajouté que ses 3 gardes de l'ombre resteraient pour lui tenir compagnie. Sur ce, il s'était lancé dans le ciel, ses ailes l'emportant tandis qu'elle agitait la main en lui souhaitant un bon voyage. En le regardant disparaître, la princesse a serré les poings, déclarant que s'il travaillait dur, elle ne pouvait pas se permettre de rester à la traîne. Elle a ordonné aux gardes de l'ombre de la suivre, elle allait préparer les ingrédients d'un grand dîner. Et c'est à ce moment-là que Kai a enfin compris. Ce n'était pas une épreuve, ce n'était pas aléatoire. Il assistait à un souvenir scellé dans le cœur de la malédiction, à un passé partagé entre la princesse désespérée et le dragon blanc. La journée s'est écoulée paisiblement. La princesse riait en se promenant dans la forêt avec les gardes de l'ombre, cueillait des champignons, observait avec curiosité un étrange lapin et pêchait au bord d'un lac tranquille. Au loin, la tour magique penchée se dressait sereinement, veillant sur le royaume comme elle l'avait toujours fait. Le soir venu, épuisée mais heureuse, elle a présenté un festin immense qu'elle avait préparé elle-même. Elle a fièrement énuméré les plats roches cuites à la vapeur, pizza à la cendre volcanique, apparemment, c'étaient tous ses préférés. D'une manière ou d'une autre, elle s'est assise à table, attendant, convaincue qu'il reviendrait d'un instant à l'autre. Mais la nuit s'est installée en silence. Sa tête a fini par s'alourdir, et elle s'est endormie sur place, entourée de plats froids et d'un espoir intact. Une vieille intendante l'a réveillée doucement, lui disant qu'il était très tard et qu'il était temps de se reposer, soulignant avec délicatesse que les plats avaient refroidi. Elle s'est réveillée en sursaut, prise de panique, réalisant soudain combien de temps s'était écoulé. Affolée, elle a exigé de savoir où se trouvait Arthès. Pourquoi n'était-il pas revenu? L'expression de l'intendante s'est assombrie lorsqu'elle a expliqué que les rapports du front étaient inquiétants et que le général Arthès serait probablement retardé. La bataille se déroulait mal. Elle a refusé d'y croire, affirmant qu'il était le plus puissant gardien du royaume et que tout ennemi serait abattu devant lui comme du bétail. La confiance s'accrochait encore à ses paroles, mais elle se fissurait déjà. Puis la vérité l'a frappée plus durement encore. L'intendante a révélé que la nation ennemie avait sacrifié des dizaines de milliers de vies pour invoquer un monstre marin horrifique si gigantesque qu'il égalait une ville entière, couvert d'innombrables tentacules, avec des yeux si terrifiants que le simple fait de les voir pouvait rendre fou. Sa certitude s'est brisée. Et à cet instant précis,
la balance de la promesse dans ses mains s'est fissurée, puis s'est brisée. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur. Cela signifiait qu'il avait rompu sa promesse. S'il ne revenait pas avant minuit, il perdrait ses ailes. La panique l'a envahi immédiatement. Elle a attrapé l'intendante, appelée Érudit Luen, et l'a entraîné avec elle, le suppliant de la conduire auprès de son père, un chevalier dragon qui saurait peut-être lever la malédiction. Si Arthès perdait ses ailes en plein combat, il mourrait. Elle a fait irruption dans une pièce, et s'est figée. Arthès se tenait là, indemne, aussi calme que toujours, lui demandant pourquoi elle avait l'air si paniquée. Le soulagement l'a frappée comme une vague gigantesque. Elle s'est précipitée vers lui, s'accrochant à lui en pleurant, avouant à quel point elle avait été terrifiée et combien elle était heureuse qu'il soit sain et sauf. La serrant contre lui, il l'a rassurée doucement, lui disant qu'il était revenu à cause de leur promesse. Elle a admis qu'elle avait eu peur après avoir entendu à quel point la situation au front était grave. L'érudit Luen a demandé prudemment des nouvelles de la bataille, et Arthès a simplement souri, disant que cela avait été pénible mais gérable. L'armée s'occuperait du nettoyage. L'intendante l'a loué comme le véritable gardien du royaume. Remarquant le festin, Arthès s'est exclamé qu'il mourait de faim et a demandé si elle avait vraiment tout préparé. Elle a hoché la tête avec fierté, bien qu'elle craigne que tout soit froid. Cela lui importait peu. Il a mangé avec enthousiasme, déclarant que c'était délicieux malgré tout, tandis qu'elle le regardait avec tendresse et lui demandait de ralentir avant de s'étouffer, totalement inconsciente de la façon dont cette histoire se terminerait un jour. L'érudit Luen les observait avec le sourire discret de quelqu'un assistant à l'histoire sans le savoir. Plus tard dans la nuit, au sommet de la tour magique penchée, l'annonce est finalement tombée et il était temps d'apprendre les arts du vent, comme il l'avait promis. La princesse a répondu à ce moment solennel par un immense bâillement. Lorsqu'Arthès lui a demandé si elle était fatiguée, elle n'a même pas fait semblant de nier, expliquant qu'elle avait passé toute la journée à préparer son festin et suggérant de s'entraîner le lendemain. Cependant, le désir a fini par l'emporter sur l'épuisement. Elle s'est affalée, a entouré sa jambe de ses deux bras et l'a supplié sans honte de prendre sa véritable forme et de l'emmener voler quand même. Arthès a hésité, lui rappelant que le roi avait strictement interdit une cascade aussi dangereuse. Ce rappel a eu l'effet inverse. Elle a agrippé son armure, la colère flambant, l'accusant de rentrer tard, de lui jeter son travail au visage, et l'a de nouveau traité de vaurien sans foi ni reconnaissance pour les efforts domestiques. Arthès a soupiré le soupir d'un homme qui sait déjà qu'il a perdu. Il a accepté, mais seulement après lui avoir fait promettre de ne rien dire au roi, à moins qu'elle ne veuille le voir sermonner jusqu'à l'épuisement. Sa fureur a disparu en un instant, remplacée par un sourire si éclatant qu'il violait probablement plusieurs règles de sécurité. Promesse faite, secret scellé. Arthès a fermé les yeux tandis qu'une énergie bleue spiralait autour de lui, épaississant l'air de puissance. Dans un éclair aveuglant, sa forme s'est étendue, ses os se remodelant, des écailles jaillissant jusqu'à ce qu'un magnifique dragon blanc se tienne là où le chevalier se trouvait auparavant. La princesse a regardé, bouche bée, s'approchant pour toucher délicatement son museau avec révérence. Pendant ce temps, Arthès murmurait pour qu'elle soit prudente. Une énergie verte l'a soulevée sans effort, la déposant sur sa tête comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Arthès lui a dit de bien s'accrocher. Puis, d'un puissant battement d'ailes, il les a projetés dans le ciel nocturne. Et ils ont commencé à disparaître au loin, filant à toute vitesse. Depuis la tour, l'érudit Luen et un garde de l'ombre ont regardé les deux silhouettes se perdre parmi les étoiles, sachant qu'il valait mieux ne pas interrompre un moment presque sacré. Allongée sur le dos d'Arthès, la princesse contemplait le monde en contrebas, stupéfaite par sa beauté vue d'en haut. Elle s'émerveillait que ce soit le monde qu'il voyait toujours, et lorsqu'il lui a demandé si elle le trouvait beau, elle a répondu par un oui enthousiaste et sans filtre. Alors qu'il passait près d'une immense structure de cloches, elle lui a demandé doucement s'il protégerait cet endroit pour toujours. Après une brève pause, Arthès a fait une promesse solennelle, bien plus lourde de sens qu'elle ne pouvait l'imaginer. Peu après, elle s'est endormie, murmurant un discret merci porté par le vent. Le souvenir a changé, montrant Arthès l'abordant doucement dans son lit,
déposant un ours en peluche à ses côtés et restant un instant avant de partir, se retournant une dernière fois en fermant la porte. Plus tard, Arthès se tenait devant le roi. Celui-ci a noté son état avec inquiétude, demandant si le monstre qu'il avait affronté avait vraiment été si redoutable. Arthès a souri malgré son épuisement, l'assurant que ses blessures n'étaient pas mortelles et qu'il avait déjà réduit le monstre en cendres avec son feu draconique. Mais le roi n'avait pas l'air rassuré. Il a révélé sa crainte que l'Empire ennemi ne mène un rituel sombre, quelque chose d'immense et de catastrophique, une vague de désastre qui balayerait le continent. Il a averti Arthès que lorsque cela arriverait, même la race des dragons ne serait pas épargnée. Face à une aura assombrie, Arthès a juré fidélité sans hésiter, acceptant de suivre les arrangements du roi jusqu'au bout. La scène s'est encore assombrie. La tour magique penchée se dressait, silencieuse, sous les étoiles. Puis l'image s'est brisée en armure détruite, en sang éclaboussant la pierre, révélant l'après-coup d'une bataille trop brutale pour être montrée directement. Arthès gisait à genoux, appuyé sur ses mains, son armure détruite, son corps déchiré, toussant en se tenant la poitrine. Enchâssé là se trouvait un étrange objet rouge pulsant, des veines sombres s'étendant comme s'il était vivant. Puis l'histoire a bondi 5 ans plus tard. Le royaume se noyait dans la guerre. Des armées monstrueuses et inhumaines dévastaient les villes tandis que soldats et civils criaient et fuyaient. Des bêtes rouges sans peau ravageaient les rues, écrasant tout sur leur passage avec une sauvagerie rappelant attaque en titan. Depuis un balcon élevé, le roi regardait la ville se désintégrer, déclarant d'une voix sombre que l'Empire Maréga était devenu fou. Leur intention était claire: entraîner le monde entier dans la destruction avec eux. Au milieu du chaos, la princesse courait dans la ville, hurlant le nom d'Arthès tandis que les murailles étaient percées. Elle l'a trouvé assis calmement au sommet d'un haut mur, flanqué de 2 gardes de l'ombre, observant le carnage en contrebas. Elle s'est précipitée vers lui, désespérée, le suppliant d'agir, expliquant que l'armée ennemie était composée de monstres que leurs soldats ne pouvaient pas combattre. Elle a exigé de savoir pourquoi il n'était pas encore intervenu. Arthès s'est tourné vers elle calmement et a dit qu'il était justement en route pour la retrouver. Il lui a ordonné de rester dans la tour magique penchée, l'assurant qu'elle y serait en sécurité et qu'elle ne devait aller nulle part ailleurs. Elle a accepté mais seulement après l'avoir pressé de se dépêcher et de vaincre l'armée ennemie. C'est alors qu'il a refusé. Il lui a dit qu'il resterait ici pour la protéger, elle. La confusion s'est instantanément changée en colère. Elle lui a rappelé qu'il était le gardien de tout le royaume, pas seulement d'elle, désignant désespérément la ville où des soldats mouraient chaque seconde. Elle a insisté sur le fait que son devoir était de devenir un dragon et de réduire l'ennemi en cendres, affirmant qu'elle n'avait besoin que des gardes de l'ombre, comme toujours. Arthès a baissé la tête et a enfin révélé la vérité. Il a expliqué que 5 ans plus tôt, ils avaient découvert que l'Empire Maréga avait commencé à pratiquer un ancien rituel appelé abandonné par Dieu. Un rituel où l'on sacrifiait sa durée de vie pour invoquer des créatures inhumaines. Plus le sacrifice était grand, plus le monstre était terrifiant. Aucune personne saine d'esprit n'aurait jamais utilisé cela, a-t-il dit. Mais le désespoir a le pouvoir de redéfinir la raison. Il a révélé que l'Empire Maréga était un archipel intérieur riche d'une plante magique rare appelée la fleur de sang, une plante qui avait prolongé l'espérance de vie de son peuple jusqu'à une moyenne de 700 ans. Il y a longtemps, lorsque les conflits se sont étendus sur le continent, et afin de mettre fin aux guerres incessantes, l'Empire Maréga avait envoyé de puissants émissaires comme Arthès dans d'autres nations, les liant par contrat pour servir des royaumes étrangers et maintenir l'équilibre. Cependant, ils n'avaient pas anticipé la malice de l'humanité. Les autres nations ont réalisé que le peuple long-vivant de l'Empire Maréga représentait la véritable menace. Un consensus secret s'est formé avec un seul objectif: les éradiquer complètement. Malédiction, peste, trahison et division ont suivi. Même leurs propres émissaires ont été retournés contre eux, tandis que leurs terres étaient pillées encore et encore. Et lorsque les fleurs de sang ont finalement fané, l'équilibre des pouvoirs s'est effondré. L'Empire Maréga a perdu sa dernière raison d'être épargné. Au moment où le dernier pétale de la fleur de sang est mort, le monde a répondu par la violence. Une avalanche a traversé l'histoire elle-même lorsque l'Empire a été envahi,
son peuple massacré par les mêmes alliés qui, autrefois, souriaient à leur table. La raison était douloureusement simple, la cupidité. Les autres nations ne pouvaient pas tolérer que l'Empire Maréga possède quelque chose qu'elles ne pourraient jamais obtenir, alors elles ont choisi l'extermination plutôt que la gestion de leur envie. Dans les ténèbres, tandis que le peuple de Maréga était acculé et mourait, il a saisi sa dernière option. Ni le salut, ni la miséricorde. Le rituel appelé abandonné par Dieu. Une énergie violette a inondé une chambre bâtie d'os, déferlant comme un cauchemar qui se réveille enfin. Ce rituel n'était pas destiné à bénir, c'était une malédiction conçue pour effacer. Chaque citoyen de l'Empire Maréga a été marqué, sa durée de vie drainée tandis que des formes monstrueuses grandissaient à l'intérieur de leur corps. Un à un, ces monstres ont éclaté au grand jour, nés du sacrifice, existant pour un seul but, la destruction de l'humanité. Alors qu'Arthès terminait ce récit d'horreur, il s'est tourné vers la princesse, son expression déjà empreinte d'excuses pour ce qu'il allait dire. Lentement, il a découvert son visage. Des excroissances grotesques, couvertes de sang, recouvraient ses traits, pulsant comme des cicatrices vivantes. Avec un chagrin silencieux, il a expliqué qu'il ne pouvait plus se transformer en dragon, jamais plus. Désormais, a-t-il dit, il ne deviendrait qu'un monstre. La princesse est restée figée, le choc la transperçant tandis qu'elle murmurait son nom, exigeant de savoir pourquoi cela était arrivé. Arthès a répondu en révélant une vérité que la plupart du monde ignorait. Le peuple de l'Empire Maréga était le clan originel des dragons. Des émissaires comme lui, que les humains appelaient des gardiens, n'avaient jamais été humains. Ses yeux se sont écarquillés lorsque le sens de ses paroles s'est imposé. Debout sur le mur, Arthès a déclaré qu'une marée de ténèbres imparables balayait le continent et que la fin de l'humanité avait déjà commencé. Pour cette raison, dit-il calmement, son seul souhait restant était de la protéger, elle, et elle seule. En contrebas, l'invasion s'intensifiait. Les monstres rouges dévoraient les civils, écrasaient des corps sous leurs pas et arrachaient les gens de leur cachette avec une faim animale. Depuis un balcon élevé, l'érudit Luwen rapportait sombrement au roi que les monstres continuaient de se multiplier. Il le suppliait d'ordonner une retraite maintenant que la capitale était tombée. Le roi a refusé. Il a expliqué que la tour magique penchée était un nœud magique crucial. Si elle tombait, leur puissance militaire s'effondrerait, et arrêter les monstres deviendrait impossible. Il n'y avait plus nulle part où fuir. Alors le roi est entré lui-même dans la bataille. Il s'est jeté dans le chaos, son épée lumineuse tranchant un monstre rouge net en deux, fumée et sang emplissant l'air tandis qu'il s'appuyait sur sa lame pour reprendre son souffle. Le temps lui est revenu d'un seul coup. Il se souvenait de sa première rencontre avec Arthès, il semblait avoir le même âge, alors qu'Arthès avait presque 100 ans. Pour son peuple, c'était à peine l'âge adulte. Alors qu'un autre monstre se jetait sur lui, le roi se rappela leurs années passées ensemble à combattre côte à côte, à boire ensemble, à partager victoire et défaite comme des frères. Puis une énergie violette l'a percuté de plein fouet, et la réalité l'a rattrapé. Pendant que le roi vieillissait, Arthès, lui, restait inchangé, éternellement jeune. L'écart s'est creusé entre eux, à mesure que la couronne forçait le roi à prendre des décisions qu'Arthès ne pourrait jamais comprendre. Debout dans les flammes, le roi comprit la vérité trop tard. Arthès ne pourrait jamais comprendre les humains, et les humains ne pourraient jamais vraiment comprendre Arthès. Ses pensées dérivèrent vers l'instant où tout avait changé, la naissance de sa fille. Il se revit, observant Arthès tenir la princesse nouveau-née avec des gestes prudents, et l'espoir renaître en lui lorsqu'il vit leur affection commune pour l'enfant. Cet espoir fut brisé lorsqu'une nouvelle menace surgit sous ses yeux. Un monstre massif, enveloppé d'ombre, aux yeux violets luminescents, rassembla une sphère d'énergie bleue, prêt à effacer ce qu'il restait du royaume. Le roi fixa l'horizon, calme, acceptant son destin. Quand le souffle le frappa, la lumière l'engloutit entièrement. Son corps disparut. Et dans son dernier instant, le regret le submergea et il s'était trompé sur tout. L'explosion déchira le château, annonçant au monde la défaite du roi. Depuis la tour magique penchée, la princesse vit l'éclair lointain et poussa un cri d'horreur. À ses côtés, Arthès déclara doucement que la capitale était tombée. Et que les monstres viendraient ensuite pour eux.
Comme invoqués par ces mots, des créatures aux ailes sombres descendirent du ciel. Un garde de l'ombre cria un avertissement quand l'SM s'écrasa sur la barrière bleue de la tour. Arthès la rassura, la barrière était solide, presque impossible à briser pour des monstres. Puis l'érudit Luwen apparut sur le rempart, grièvement blessé. La princesse cria son nom, mais Luwen expliqua qu'il venait sur ordre du roi pour l'escorter hors d'ici. Arthès acquiesça, disant qu'il utiliserait la magie du vent pour les envoyer vers un lieu préparé. Luwen confirma que tout était prêt. Puis il hésita, et lâcha la vérité. Le roi était tombé. La princesse chancela quand il lui expliqua que son père avait organisé sa fuite vers un pays voisin. Désespérée, elle demanda si Arthès viendrait avec eux. Arthès sourit tristement et demanda où il pourrait bien aller. Les monstres en bas, dit-il, étaient son propre peuple, les Marégas. Pour les humains, il serait un ennemi ou qu'il s'enfuit, et on le chasserait jusqu'à sa mort. À genoux au bord du rempart, il baissa les yeux et accepta son sort. Le champ de bataille d'un chevalier devient la tombe d'un dragon, déclara-t-il. Et c'était ici qu'il resterait jusqu'à ce que sa durée de vie s'épuise. Le chagrin durcit le visage de la princesse, puis se transforma en détermination. Elle bondit soudain loin de l'érudit Luwen, portée par la magie du vent jusqu'à Arthès. Suspendue devant lui, elle déclara que s'il restait, alors elle deviendrait son chevalier dragon. C'était sa maison, dit-elle, et elle la protégerait à ses côtés. Sa maîtrise du vent était parfaite et il ne lui manquait plus qu'un contrat. Arthès la fixa, figé dans un silence stupéfait. Touché par sa loyauté, il prit sa main dans sa poigne gantée et accepta, sortant l'écaille d'argent de la promesse. Cela, dit-il, serait leur contrat comme autrefois. Elle sourit, rayonnante, ravie, et commença à sceller leur pacte, promettant qu'ils seraient toujours. Il l'arrêta. Leur promesse, dit-il doucement, était de ne plus jamais se revoir. Son sourire s'effondra, incrédule. Avant qu'elle ne puisse réagir, Arthès libéra une bourrasque de vent violente, projetant la princesse et l'érudit Luwen loin de la tour. Pendant qu'ils étaient emportés, il confia sa sécurité à l'érudit. Elle hurla son nom, la confusion et la trahison déchirant sa voix tandis qu'elle était arrachée à lui. Seul sur le rempart, entouré de vent et de son aura bleue, Arthès lui ordonna de partir. Sa place, insista-t-il, n'était pas auprès d'un dragon. Après ça, le monde ne s'est pas seulement brisé, il s'est retourné de l'intérieur. Les yeux de l'érudit Luwen brûlèrent d'un rouge vif lorsqu'il s'avança, et avant que quiconque ne comprenne ce qui se passait, sa main transperça droit la poitrine de la princesse. Depuis la tour, Arthès regarda, pétrifié d'incrédulité, tandis que la trahison se déroulait sous ses yeux. La princesse n'eut même pas le temps de réagir. L'horreur remplaça son souffle quand sa vie lui fut arrachée sous ses yeux. Alors que l'érudit s'effondrait, il força un dernier avertissement à Arthès, haletant que les Marégas n'étaient pas les seuls maudits. Son visage se tordit en plein mot, englouti par d'horribles excroissances rouges. Puis la vérité jaillit. Du corps de Luwen éclata un monstre tentaculaire gigantesque, sa forme déchirant la chair tandis qu'il saisissait le cœur de la princesse et le dévorait. Riant, il se moqua du dragon blanc, lui demandant si tuer celle qu'il aimait était une vengeance appropriée pour avoir été brûlé jadis par des flammes draconiques. Il brandit son corps inerte et son cœur ensanglanté, riant comme si tout cela n'était qu'un théâtre conçu pour lui seul. Puis, pour être sûr, il écrasa le cœur dans son poing. C'est à ce moment-là qu'Arthès et ses gardes de l'ombre bougèrent. Leurs yeux s'embrasèrent de vengeance lorsqu'un garde s'effondra dans un vortex de ténèbres et utilisa une compétence appelée ombre d'anéantissement. Il découpa la créature en morceaux tout en rattrapant le corps de la princesse en pleine chute. Le monstre s'en moquait. Il balaya l'attaque d'un geste, ricanant, tandis que le garde de l'ombre s'agenouillait et enveloppait la princesse d'une aura bleue lumineuse. Derrière son casque, il baissait les yeux vers elle, serré dans ses bras. Dans son dernier souffle, elle murmura le nom d'Arthès. Et puis elle disparut. Même lorsque son corps au gisait déchiré, la créature continua de parler. Elle expliqua que la durée de vie sacrifiée par la race du dragon blanc était ridiculement faible,
à peine suffisante pour invoquer un fragment de sa véritable forme. Elle révéla que ses graines avaient déjà été dispersées partout, parasitant des hôtes, attendant patiemment de mûrir et d'éclater exactement comme elle l'avait fait dans le vieux savant. Elle rappela à Arthès que les monstres qui submergeaient le monde étaient nés de son propre peuple. Elle souligna qu'Arthès lui-même était profondément maudit, capable de se transformer à tout instant, et qu'il avait toujours su que le destin de la princesse serait tragique. Puis elle enfonça la lame plus loin, suggérant que peut-être, juste peut-être, Arthès lui-même aurait pu être le monstre destiné à la tuer. La créature savourait les émotions qui se déversaient en lui, haine, chagrin, rage, désespoir. Elle les qualifia de magnifiques, puissantes. Et ensuite, elle fit une offre. Elle se présenta comme Kexus, un dieu ancien. L'ancien souverain de ce monde. Il affirma entendre les battements violents du cœur d'Arthès. Il promit qu'Arthès pouvait tout changer, victoire sur les monstres, protection du royaume, et même la résurrection de la princesse afin qu'ils restent ensemble pour toujours. Tout cela, dit-il, pouvait être obtenu par une transaction simple. Le prix, c'était son cœur. Seul sur le rempart, encerclé par des monstres zélés, Arthès fit face à un choix qu'aucune âme ne devrait jamais avoir à faire. Laisser la princesse mourir et être dévorée par les monstres ou accepter l'accord et la laisser se relever comme son chevalier dragon, protégeant le royaume pour l'éternité. Depuis son hôte agonisant, Kexus le pressa de se dépêcher. La durée de vie s'épuisait. Et à cet instant, Arthès fit son choix. Dans une gerbe écœurante, il arracha son propre cœur battant de sa poitrine tandis que son garde de l'ombre regardait, horrifié. Kexus le félicita immédiatement, déclarant qu'il avait fait le bon choix. Le dieu posa une prétendue bénédiction sur le cœur, l'envoyant flotter dans le ciel au milieu d'une explosion de lumière violente, promettant qu'il battrait pour toujours. Kexus expliqua le pacte. La princesse recevrait le cœur et s'éveillerait avec une puissance immense. Arthès n'aurait plus de cœur mais ne serait pas mort ni humain, ni monstre sans esprit. Le cœur lumineux descendit et entra dans le corps de la princesse. Et avec une satisfaction cruelle, Kexus déclara qu'Arthès deviendrait un dragon gardien, condamné à rester à ses côtés pour l'éternité. La douleur le transperça lorsque la transformation commença. Un pilier d'énergie violette jaillit du sommet de la tour magique penchée tandis que son corps se tordait, ses os se remodelant jusqu'à ce qu'un immense dragon squelettique émerge. Il rugit, des flammes bleues spiralent autour de lui, puis bondit hors de la tour. Désormais renforcé par Kexus, le dragon gardien survola le champ de bataille, libérant des torrents de feu qui incinérèrent les monstres grouillant en dessous. Sa veille éternelle venait de commencer. Kexus commenta le carnage avec délice. Les flammes ne se contentèrent pas d'effacer les envahisseurs, elles brûlèrent tout. Le royaume entier. La capitale fut embrassée par le même dragon qui avait promis de la protéger 5 ans plus tôt, tandis qu'il poursuivait son massacre. Puis le dieu révéla le véritable piège. Chaque vie consumée par ces flammes voyait sa durée de vie canalisée vers un point unique. Un éclair violet frappa la tour magique penchée. Et la vérité hurla en naissant. De retour sur la tour, la princesse ressuscitée se tordait de douleur tandis que le cœur maudit battait dans sa poitrine. Les ombres explosèrent vers l'extérieur, et son corps commença à se transformer. Des appendices monstrueux poussèrent, l'engloutissant entièrement, jusqu'à ce qu'elle devienne le noyau vivant d'une bête tentaculaire gigantesque. Une fois la princesse transformée, Kexus proclama triomphalement que toute la durée de vie récoltée lui appartenait désormais. Il admit que sa puissance était encore limitée, incapable de parasiter directement la race des dragons, ce qui l'obligeait à utiliser un humain comme hôte temporaire. Mais il était confiant, le temps jouait en sa faveur. La princesse monstrueuse leva les yeux vers le dragon squelettique qui tournoyait au-dessus et se demanda pourquoi il n'était pas revenu, maintenant que le royaume n'existait plus. Quelque chose, dans son absence, sonnait faux. Puis 2 écailles argentées lumineuses apparurent devant elle. Kexus les reconnut instantanément. Les écailles de la promesse. Des vœux que le dragon blanc avait prononcés bien avant leur accord. Le premier vœu était brutal dans sa simplicité, il ne reverrait jamais la princesse.
Le second allait encore plus loin, il resterait à jamais lié à la protection de la haute tour du royaume. Kexus comprit immédiatement. C'était de la défiance. Le dragon blanc avait tout anticipé, utilisant ses propres vœux comme des chaînes pour se lier à la tour magique penchée, s'enfermant loin de la princesse qu'il aimait. Au lieu de devenir un pion utile, il avait choisi de se vider de lui-même, de devenir un gardien creux et infatigable. Kexus explosa de rage, maudissant le dragon pour avoir choisi une existence sans esprit plutôt que de devenir son serviteur. Privé de sa proie, il jura de transformer la tour en son nid, drainant la durée de vie de quiconque serait assez fou pour s'en approcher. Et un jour, promit-il, il reviendrait pleinement restauré et régnerait de nouveau sur le monde. Le souvenir se dissipa dans le silence, ne laissant que l'image de la tour, seule, tandis que les âges passaient. Puis la réalité se referma d'un coup sec. Shadow réapparut sur le toit désert de la tour magique penchée, l'énergie violette s'enroulant encore autour du cœur. Il resta là, digérant la tragédie dont il venait d'être témoin, se répétant que ce n'était peut-être que le lore du jeu tout en sachant que ce n'était pas seulement un jeu. Tout cela avait été trop réel. Trop intentionnel. Comme une histoire véritable déguisée en jeu. Avant qu'il ne puisse s'y attarder, une énergie violet sombre tourbillonna autour de lui. Et une fenêtre du système apparut, le félicitant d'avoir obtenu une compétence de rang mythique, ombre d'anéantissement. La compétence invoquait 3 clones d'ombre pendant cette seconde, chacun imitant parfaitement ses techniques et infligeant des dégâts complets. La description ajoutait un coup silencieux, c'étaient ces mêmes ombres que le dragon blanc avait créées pour protéger ce qui comptait le plus. Elles avaient été maintenues pendant 15 ans par la seule force mentale. Shadow fixa sa main, reconnaissant cette puissance dans le souvenir, et comprit ce que cela signifiait. Pendant cette seconde, son potentiel de dégâts pouvait être multiplié par 4. Ce n'était pas juste une compétence, c'était une terreur de rang mythique. D'autres notifications s'enchaînèrent. Il reçut la clé du repère de la tour, atteignit le niveau 19, gagna 360 points d'évolution, 7 équipements et des livres de compétences. Parmi les récompenses se trouvait une clé de portail et une vieille carte menant à une zone de niveau 20 appelée les ruines de la Cité des Crânes. Shadow s'arrêta. Il n'avait jamais entendu parler de cette zone. En déroulant la carte, il vit la Cité des Crânes sur une île au milieu d'une mer intérieure. La réalisation le frappa immédiatement, cet endroit avait autrefois fait partie de l'Empire Maréga. La patrie d'Arthès. C'était la seule confirmation dont il avait besoin. Si cette zone était liée au passé du dragon blanc, elle devait forcément cacher des secrets plus profonds et un butin encore plus rare. Sachant qu'il n'était qu'à un niveau du seuil, Shadow décida qu'il s'y rendrait bientôt. Mais d'abord, il leva la clé dorée du repère de la tour et prit une décision pratique. Il allait la vendre. La scène bascula vers le repère de la guilde Fake Heavy Industries, où Wang Huifang et ses membres se regroupaient après leur défaite. L'un d'eux admit franchement qu'il n'avait aucun moyen de vaincre le nouveau boss de Ranjad. Leur seule option, dit-il à contre-cœur, était de contacter Shadow. Huifang soupira, déjà en train de prévoir d'utiliser ses contacts à Jianghe City comme intermédiaire. Et c'est là que Shadow apparut derrière elle. Il lui dit qu'il n'y avait pas besoin de tout ce cirque, il pouvait échanger directement. La guilde explosa de stupeur, criant son nom tandis que le fils du chef de guilde se retournait d'un coup, furieux, accusant Shadow de rôder dans leur dos et exigeant de savoir ce qu'il voulait. Shadow passa devant eux calmement, faisant remarquer que s'il avait voulu leur faire du mal, ils seraient déjà morts. Il leur rappela nonchalamment que la barrière de leur repère pouvait être ouverte. Ça aiderait contre les invités non désirés. C'était ainsi qu'il était entré. Encore secoué, Huifang demanda quel genre d'échange il proposait. Shadow matérialisa alors la clé dorée dans sa main. Il leur proposa de leur vendre la clé du repère de la tour magique penchée. La pièce se figea. Ils comprirent immédiatement ce que cela voulait dire, Shadow avait vaincu le boss de Ranjad. Un exploit qu'ils n'auraient même pas pu imaginer, même avec tout leur effectif. Wang Huifang accepta avec empressement et lui demanda son prix. Shadow ne cligna pas des yeux. 1000 ans de durée de vie. Comme son offre précédente.
Huifang accepta sur le champ mais son fils explosa derrière elle. Le fils, inexpérimenté, hurla que Shadow était sans honte, l'accusant d'avoir tout orchestré depuis le début. Il affirma que Shadow l'avait attaqué, avait détruit leur portail, avait anéanti leur équipe, et qu'il débarquait maintenant en jouant au héros. Pour lui, Shadow était la personne la plus vile qu'il ait jamais rencontrée. Huifang ordonna à Wang Ziqing de se taire. Mais il refusa. Il insista sur le fait que la clé aurait dû appartenir à leur guilde dès le départ, et que Shadow profitait de leur perte. Shadow l'écouta patiemment, puis lui demanda ce qu'il voulait à la place. Avec un sourire avide, Ziqing exigea que Shadow rende la clé et compense la guilde avec 800 ans de durée de vie. Shadow jeta un regard à Huifang et commenta sèchement qu'elle avait élevé un fils impressionnant. Puis il accepta, et il augmenta le prix. 1800 ans non négociables. Ziqing éclata de rire, triomphant, se vantant auprès de sa mère que c'était comme ça qu'on gérait des gens comme Shadow. Puis le chiffre s'imprima dans son cerveau. Il se figea, balbutia, demandant à Shadow de répéter. Shadow expliqua calmement qu'il était venu de bonne foi pour commercer avec eux, et que c'était pour cela qu'il n'avait pas riposté aux insultes. Mais la remise était terminée. Le prix était 1800 cents. Huifang craqua. Elle gifla violemment son fils et ordonna à un membre de la guilde de l'emmener monter de niveau, lui interdisant de revenir sans autorisation. Pendant qu'on le traînait, il protesta, perdu, ne comprenant pas pourquoi il était puni en plein milieu d'une dispute. Se tournant vers Shadow, Huifang s'excusa et lui demanda de reconsidérer. Shadow ne s'adoucit pas 1800 ans, pas un jour de moins. Il ne comptait pas se répéter. Elle soupira et accepta, notant que c'était encore juste plus qu'il avait vendu d'autres repères pour 2000 ans. À cause de leur perte, elle demanda à payer en plusieurs fois. Shadow accepta 1000 ans maintenant, les 800 restants dans 10 jours. Un soulagement la traversa lorsque l'accord fut conclu. Une fenêtre du système confirma l'échange, elle reçut la clé, et Shadow gagna 1000 ans de durée de vie. Alors que sa silhouette s'effaçait, Shadow lâcha un bref salut. Affaire conclue. Shadow jugea silencieusement la guilde Fake Heavy Industries et estima qu'elle avait du potentiel. Leur vendre un repère solide n'était pas de la charité, c'était un investissement pour façonner un futur atout pour Daxia. Une fois la base sécurisée, Wang Huifang rassembla sa guilde et annonça que le repère de rang platine leur appartenait officiellement et qu'il s'y installerait immédiatement. Pour rembourser Shadow, elle imposa une taxe de durée de vie de 50% à chaque membre, admettant que c'était brutal, mais affirmant que c'était le prix de la survie et de la croissance. La guilde ne se révolta pas. Au contraire, ils l'encaissèrent et répondirent avec détermination, convaincus que l'effort d'aujourd'hui deviendrait la puissance de demain. Ailleurs, alors que le soleil couchant saignait sur la forêt, un petit groupe tenta de raisonner Wang Ziqing. Une fille lui dit de ne pas blâmer sa tante et déclara franchement qu'il avait tort. Ziqing répliqua aussitôt, rejetant ces mots avec colère. Pendant qu'il marchait, il marmonnait pour lui-même, jurant que Shadow paierait pour l'avoir humilié, tôt ou tard. La dispute s'arrêta net lorsque quelqu'un repéra un boss de rang argent, la reine araignée. L'équipe se mit en formation, l'adrénaline montant d'un coup. Pendant que les autres chargeaient, Ziqing traînait à l'arrière. Ses coéquipiers se prévinrent du poison et lui rappelèrent de préparer un sort de désintoxication, ce que la fille confirma sans la moindre inquiétude. Puis, au lieu d'aider, Ziqing se retourna et prit la fuite. En s'enfonçant dans la forêt, il ricana en pensant que ses coéquipiers méritaient tout ce qui allait leur arriver. Il cracha des insultes contre la fille qui avait osé le sermonner, se demandant pourquoi sa mère avait jugé logique de l'associer à des gens pareils. Il trouva un endroit isolé et s'accroupit, la rancœur bouillonnant. Dans sa tête, toute la guilde n'était qu'un repère de lâches qui ne progressait qu'en jouant lentement et prudemment. La puissance, croyait-il, venait du fait de saisir chaque occasion exactement comme Shadow avait dû le faire pour grimper. Avec un sourire sombre, Ziqing décida qu'il n'était pas l'idiot que tout le monde imaginait. Il se moqua de l'idée d'affronter Shadow à l'aveugle. Ce serait stupide. Lui avait un meilleur plan.
Depuis son inventaire, il invoqua un vase noir orné, avec un unique œil rouge. Il déclara que c'était un trésor provenant d'un coffre de rangeade, tandis qu'une fenêtre du système l'identifiait, le vase abyssal. La description promettait de la puissance. Plonger la main à l'intérieur pour obtenir une compétence puissante aléatoire mais avec un temps de recharge de 2 jours. Zikin y plongea la main. Lorsqu'il la retira, il tenait un petit objet charnu, grotesque. Le système annonça qu'il avait obtenu une compétence de rang épique, malédiction de marionnette abyssale. Cette compétence lui permettait de transformer n'importe quel cadavre en marionnette contrôlable, en conservant toutes les compétences du défunt. Zikin éclata d'un rire maniaque. Avec Shadow mort, pensa-t-il, il pourrait la servir et devenir intouchable. Vraiment invincible. Alors qu'il exultait, le vase abyssal brilla d'une lueur violette sinistre. Un dernier avertissement apparut, le pouvoir de l'abîme fixe toujours du regard ceux qui tendent la main vers lui. La nuit tomba sur le champ d'ossements desséchés, un cimetière taillé dans les ruines de Magic City. En plein combat, le ruban de papier de ombre spectrale s'enroula autour d'un monstre squelettique, lui perçant l'œil avant qu'elle ne lui tranche la tête d'un coup net. Les dégâts dépassèrent 5600. Les notifications du système affluèrent, son arme venait de passer au rang or, et elle avait assez d'expérience pour une évolution de classe. Debout parmi des orbes d'énergie flottants, Ombre spectrale expira lentement, se le confirmant à elle-même. Elle accepta l'évolution sans hésiter. Un cercle magique rose s'embrasa sous ses pieds, et une colonne d'énergie violette engloutit son corps. Quand elle se dissipa, le système détailla son évolution. Son arme devint la lame-chaîne des sources jaunes, rang or, capable de changer de forme. Sa classe évolua en fantôme des sources jaunes, rang 2. Elle obtint un passif de furtivité et débloqua 2 nouvelles compétences, œil des sources jaunes et toucher des sources jaunes. L'une piégeait les ennemis dans des illusions mentales, l'autre lui permettait de traquer des cibles à l'odeur. Enveloppée d'aura, sa lame-chaîne commença à disparaître. À la place, elle portait désormais un gantelet de type griffe. Le système l'informa qu'elle infligerait le double de dégâts aux ennemis de niveau inférieur, avec 50% de chance de les brûler. Ses yeux brillèrent d'or tandis que la force affluait en elle. Plus rapide, plus mortelle, plus tranchante, elle se sentait prête. Elle crut que cette puissance lui permettrait enfin de venger ses parents et de vaincre Dongfang Yue ainsi que son garde du corps, le porteur de peste. Ombre spectrale envoya un message à Shadow pour l'informer qu'elle avait atteint le rang 2 et qu'elle rembourserait ses conseils. Depuis un toit, Shadow vit qu'elle s'était déjà déconnectée. Il comprit aussitôt, la vengeance l'avait tiré droit vers Dongfang Yue. Ses souvenirs d'une vie passée remontèrent, sombres et lourds. À l'époque, Ombre spectrale avait pris sa revanche, mais elle avait épargné un chien, ce qui avait permis à un dompteur de bêtes de retrouver son identité dans le monde réel. Une fois son identité révélée, des familles puissantes l'avaient traquée, et la guerre avait dévoré la région. Elle était finalement morte d'épuisement, laissant Magic City en ruine. Shadow reconnut son potentiel mais aussi son imprudence. Sa jeunesse et son esprit instable la rendaient dangereuse pour elle-même. Il décida qu'il ne pouvait pas laisser ça au hasard. Cette fois, il devait s'en assurer. Notre gars se déconnecta. La scène bascula vers le manoir Dongfang, aux abords de Magic City, enveloppé d'un brouillard empoisonné. 2 gardes se plaignaient de leur garde, tuant le temps avec des propos vulgaires. Ils plaisantèrent sur les femmes, l'un commenta que Madame Dongfang était encore attirante, et l'autre acquiesça avec enthousiasme. Leur conversation prit une tournure plus sombre quand ils fantasmèrent sur le fait d'écraser son garde du corps et d'être du côté de Dongfang Yue. Puis un garde remarqua un mouvement dans la brume. Dongfang Yue apparut devant eux, agenouillé dans une robe noire révélatrice. Les gardes se figèrent, stupéfaits par la scène. Ils balbutièrent, demandant pourquoi elle était là et pourquoi elle était habillée ainsi. La patronne se pencha, murmurant qu'elle ne supportait plus son mari faible et qu'elle avait besoin de vrais hommes. Les gardes bavaient, demandant si elle était sérieuse. Ils commencèrent à se disputer pour elle. Mais avant que l'un ou l'autre ne réagisse, un éclair d'énergie violette trancha leurs 2 têtes.
Leurs corps s'effondrèrent tandis que l'illusion de Dongfang Yue disparaissait, une énergie sombre jaillissant de leur cou. Ombre spectrale émergea des ombres, rattrapant sa lame au vol alors qu'elle bondissait vers le manoir. À l'intérieur, le garde du corps de Dongfang Yue, le tristement célèbre maître d'épée, se reposait dans un hamac. Ses yeux s'ouvrirent d'un coup quand son instinct s'affola. Une souris venait d'entrer dans le domaine. Ombre spectrale atterrit sans bruit sur le toit, s'arrêtant pour analyser les lieux. Puis tout bascula. Le maître d'épée tomba d'en haut à une vitesse terrifiante, l'attrapant par la gorge en plein vol, et ils plongèrent vers le sol. Pendant la chute, il libéra son attaque signature. Une explosion de gaz dévastatrice augmenta sa vitesse et les écrasa contre la terre. L'impact creusa un cratère, et le maître d'épée cloua Ombre spectrale au sol comme un trophée. Il ricana, expliquant que sa barrière d'ammoniac recouvrait tout le manoir, lui permettant de sentir les intrus dès leur arrivée. Il la reconnut immédiatement, la petite fille qui s'était échappée autrefois. Il resserra sa prise autour de son cou, promettant qu'elle ne s'enfuirait pas cette fois. Ombre spectrale se débattit, impuissante, la douleur et la terreur traversant son visage tandis que son aura violette l'écrasait. La soulevant par la gorge, le maître d'épée changea d'avis avec désinvolture. Il remarqua qu'il attendrait qu'elle devienne plus forte. Avec un sourire tordu, il admit que si elle avait continué à progresser, elle aurait pu devenir une adversaire vraiment satisfaisante. Cette idée l'excitait beaucoup trop. Pendant qu'elle luttait, le garde du corps se disputa avec lui-même, disant à sa soif de sang d'attendre qu'elle devienne encore plus forte. Une seconde plus tard, il se maudit, réalisant que son contrôle vacillait déjà. Le débat intérieur se brisa. Sa main se resserra dans un craquement écœurant, et ses yeux s'écarquillèrent d'horreur quand il comprit ce qu'il venait de faire. Il l'avait écrasé jusqu'à la mort. Pris de panique, il relâcha son corps sans vie, hurlant de choc lorsqu'il heurta le sol. Puis le temps s'arrêta. Une griffe d'énergie violette lui transperça la poitrine par l'arrière. Figé d'incrédulité, il se retourna et vit Ombre spectrale debout, son bras enfoncé dans son dos, les yeux rouges luisants. Le corps au sol n'était pas elle, c'était un leurre. Bégayant, il exigea de savoir comment c'était possible. Il l'avait senti mourir. Froide et calme, Ombre spectrale lui dit la vérité. Il était prisonnier de son illusion depuis le début. Elle expliqua que c'était sa nouvelle compétence, œil des sources jaunes, puis elle lui ordonna de mourir. Alors que l'énergie le déchirait, il eut du mal à comprendre comment il avait pu être trompé aussi complètement. Ombre spectrale le fixa et lui expliqua que son destin avait été scellé dès l'instant où il avait croisé son regard. Elle était désormais comme Itachi et avait ouvert son Sharingan. Un bref flashback révéla que l'illusion avait commencé au moment où il l'avait attrapé par la gorge. Acceptant sa défaite, le maître d'épée s'effondra. Alors que Ombre spectrale se tenait au-dessus de son ennemi à terre, le maître d'épée l'a reconnu comme une adversaire digne, juste avant que des cris n'éclatent depuis le manoir. Une fenêtre s'ouvrit brusquement et Dongfang Yue hurla à propos du vacarme, menaçant de renvoyer tous les responsables. Sa rage se transforma en choc lorsqu'elle vit son garde du corps le plus puissant se dissoudre en fumée noire en contrebas. Elle paniqua aussitôt, criant qu'il y avait un intrus. Les gardes envahirent le couloir, se mettant en ligne défensive tandis qu'ils se précipitaient pour la protéger. Le vacarme réveilla son fils, Nancian, qui demanda d'une voix endormie ce qui se passait. Dongfang Yue lui dit qu'un ennemi était arrivé et lui ordonna de rester où il était. Au lieu d'obéir, Nancian se redressa avec assurance, souriant en déclarant qu'il avait 18 ans maintenant, et il était entré dans le jeu pour la protéger. Ému, Dongfang Yue le serra fort dans ses bras, souhaitant que son père ait été ne serait-ce qu'à moitié aussi merveilleux. Puis la porte derrière eux grinça en s'ouvrant. Ils se figèrent. Dongfang Yue exigea de savoir qui était là. Dehors, les gardes gisaient morts, leur corps se dissolvant en ombre. Dongfang Yue fixa la scène avec horreur, son esprit tournant en boucle, se demandant si Shadow avait découvert leur plan d'embuscade. Une voix répondit depuis l'ombre. Quel plan ?
La forme invisible de ombre spectrale émergea des ténèbres. Dongfang Yue se retourna brusquement, exigeant de savoir qui elle était et pourquoi on l'attaquait, affirmant qu'il n'y avait aucune querelle entre elles. Ombre spectrale demanda calmement si Dongfang Yue ne la reconnaissait vraiment pas. Ses yeux s'embrasèrent de rouge lorsqu'elle ordonna à Dongfang Yue de regarder de plus près. La reconnaissance frappa comme une lame. Dongfang Yue comprit que la fille qu'elle croyait morte se tenait là, devant elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, l'énergie de ombre spectrale transperça son corps. Debout au-dessus de son ennemi tombé, ombre spectrale la qualifia de démon et lui dit de mourir. Dans la chambre, Nancian et son chien se recroquevillaient sous les couvertures, tremblants. Ombre spectrale expliqua pourquoi elle était venue. Dongfang Yue avait assassiné ses parents, alors maintenant, elle la tuerait sous les yeux de son fils. Brisée, sanglotante, Dongfang Yue accepta son sort, mais supplia pour la vie de son fils. Ombre spectrale éclata de rire. Sa lame d'énergie souleva Dongfang Yue dans les airs tandis que Nancian hurlait pour sa mère. Ombre spectrale se moqua de cette supplication, demandant quel droit Dongfang Yue avait encore d'exiger quoi que ce soit. Dongfang Yue insista, c'était leur affaire, et son fils n'était pas impliqué. Ombre spectrale hurla en retour, demandant si Dongfang Yue avait pensé à l'innocence lorsqu'elle avait massacré ses parents. Dans un dernier cri, Ombre spectrale libéra une déflagration dévastatrice, effaçant Dongfang Yue dans une tempête d'énergie sombre. Depuis le lit, Nancian et son chien regardèrent, terrorisés. Haletante, Ombre spectrale se tint au milieu des décombres, sa vengeance accomplie. Ses yeux rouges glissèrent lentement vers le lit. Puis elle se détourna. Elle sortit, laissant les restes de Dongfang Yue derrière elle, tandis que Nancian tremblait. Mais la peur sur son visage se tordit en sourire. Il révéla qu'il en avait eu assez du contrôle de sa mère et qu'il était reconnaissant que Ombre spectrale l'ait tué. Les yeux de son chien brillèrent aussi en rouge, avides de sang. Avant que Ombre spectrale ne puisse s'échapper, un frisson lui parcourut l'échine. Elle s'arrêta. En se retournant, elle vit des silhouettes ombreuses flotter dans l'air, l'encerclant. Depuis le lit, Nancian pointa du doigt sous la couverture, souriant cruellement en révélant sa classe cachée unique, le liche mort-vivant. Il ordonna à ses serviteurs morts-vivants de la capturer vivante. Des cadavres réanimés dérivèrent vers elle, renforcés par sa compétence et maniant encore leurs anciennes techniques. Puis le manoir explosa. Une détonation massive arracha un PAN de mur, projetant Ombre spectrale dans la nuit tandis qu'elle hurlait de douleur. Dehors, les morts-vivants se jetèrent sur son corps brisé. Le tireur, celui de tout à l'heure, leva son arme et tira à bout portant. Mais des couteaux noirs interceptèrent les cadavres avant qu'ils ne puissent libérer son tir explosif. La contre-attaque écrasa les corps au sol. Hébétée et confuse, Ombre spectrale leva les yeux. Dans la pièce éventrée, quelqu'un maintenait la tête de Nancian dans un nuage de poussière étouffant. La terreur était figée sur son visage, sa dernière émotion, conservée pour toujours. Une silhouette se tenait aussi au-dessus d'un petit corps, écrasant sous son pied son chien démoniaque. C'était Kai. Tenant la tête tranchée de Nancian, il fixa Ombre spectrale droit dans les yeux et lui donna une leçon glaciale, faire preuve de pitié envers ses ennemis, c'est être cruel envers soi-même. Allongé au sol, Ombre spectrale demanda qui il était. Depuis l'ombre, Kai l'appela par son nom, Giling, et répéta qu'il ne fallait jamais faire preuve de miséricorde. Il activa sa malédiction florissante sur le corps de Nancian, et des lisses araignées rouges jaillirent d'une manière grotesque des restes. Comprenant que c'était son maître, celui qui venait de la sauver et avait permis à sa vengeance d'être menée à terme, Giling rougit. Des fleurs cramoisies l'entouraient comme un champ de bataille figé en floraison, chacune rappelant le sang qu'elle avait payé pour être encore debout. Sans ennemi à affronter, sa force finit par s'effondrer de l'intérieur, et elle pleura à visage découvert, repensant à ses parents et avouant à voix haute qu'elle les avait enfin vengés. Pendant que les fleurs absorbaient silencieusement la force vitale résiduelle, le système comptabilisa froidement le gain, 788 ans de durée de vie échangeable. La vengeance, apparemment, venait avec un bonus. Kai s'approcha et posa la question qu'elle évitait. Maintenant que sa vengeance était accomplie,
Qu'allait-il se passer ensuite? Guiling ne fit pas semblant d'avoir une réponse. Elle avoua qu'elle se sentait vide, allant même jusqu'à se demander si mourir pour rejoindre ses parents n'était pas la seule chose qui lui restait. Kai ne radoucit pas sa voix. Il lui dit que la vengeance finit toujours comme ça et qu'elle aurait dû se préparer au vide qui attend de l'autre côté. Il la prévint sèchement que si elle comptait sombrer dans le désespoir, il n'avait rien de plus à dire. Mais avant de tourner définitivement les talons, il lui montra autre chose. Une vision du monde du jeu se déploya, immense, superposée de secrets. Il expliqua que ce jeu maudit cachait d'innombrables possibilités, et que quelque part là-dedans, il existait peut-être une méthode pour ressusciter les morts. Tant que quelqu'un avançait, dit-il, la route ne se terminait jamais vraiment. Mais si la vengeance était sa destination finale, alors ses paroles ne servaient à rien. Sur ce, il lui tourna le dos et s'éloigna, la laissant face à un choix. Si elle voulait avancer, elle devait le suivre. Après un instant, les tremblements de ombre spectrale cessèrent. La détermination remplaça le chagrin, et elle se releva, courant après Kai à travers le champ baigné de lune. La réalité se déforma. Pendant qu'il s'éloignait du manoir, dans la Magic City du monde réel, Kai la conduisit jusqu'à son repère, le sanctuaire de purification de l'âme. Ils entrèrent dans un vaste espace éthéré, liquide comme de l'eau, qui ressemblait plus à un rêve qu'à la réalité. Ling demanda où ils étaient, et Kai expliqua avec désinvolture que c'était sa base dans le monde réel. Après avoir ordonné au repère de s'élever, il l'emmena droit vers les portes d'un manoir absurdement luxueux. À partir de maintenant, elle allait vivre ici. Elle se figea, stupéfaite. À l'intérieur, une servante accueillit Kai chaleureusement, lui souhaitant la bienvenue chez lui. Ling cligna des yeux, surprise qu'il ait même une servante. Kai commanda un dîner pour deux et expliqua calmement que la servante avait été créée grâce au livre d'autorité divine. Selon lui, ce livre pouvait créer toutes sortes d'objets. Il promit d'emmener Ling défier la tour de l'autorité divine, pour qu'elle puisse obtenir son propre livre un jour. Reconnaissante et submergée, Ling le remercia encore, l'appelant maître sans hésiter. La scène coupa brutalement vers le manoir de la famille Chu. Quelque temps après la disparition de Kai et Ling, le chaos éclata lorsqu'un homme entra en trombe, hurlant des ordres et exigeant que ces hommes se dépêchent. C'était Chu Kunshan, le mari de Dongfang Yue et conseiller d'état-major militaire, désespéré de s'assurer que sa femme et son fils n'avaient pas été blessés. Il repassait en boucle dans sa tête l'appel paniqué de Dongfang Yue, incapable de comprendre qui aurait pu attaquer si tard. Ses soupçons dérivèrent aussitôt vers Shadow, et tandis qu'il s'enfonçait dans le manoir, une peur insidieuse monta, et si leur plan secret d'usine de feux d'artifice avait été découvert? Il chassa cette pensée. Les enquêteurs signalèrent un immense cratère dans une chambre vide. Les traces de combat étaient évidentes, mais il n'y avait pas une seule personne à l'intérieur. La panique le saisit quand Chu Kunshan exigea des réponses. Où était sa femme, son fils, les gardes, les domestiques? La réponse le brisa. Aucun corps. Aucun survivant. Aucune trace. La réalisation le frappa comme un effondrement. C'était exactement comme la fois où la famille Dongfang avait disparu. Sa femme, son fils, non, c'était impossible. Le chagrin se transforma en rage lorsqu'il recula en titubant, hurlant que Shadow avait tué sa famille. Il exigea un mandat immédiat pour l'arrestation de Shadow. C'est alors que l'Inquinju intervint. Elle lui demanda calmement comment il pouvait en être aussi certain. Chu Kunshan répondit sèchement que Shadow avait déjà anéanti la famille Dongfang une fois auparavant. Impassible, l'Inquinju souligna l'absence de preuves dans cette affaire et demanda si cette certitude ne venait pas d'autre chose. Peut-être d'une rancune personnelle, ou d'informations internes. Ces mots frappèrent fort. Chu Kunshan explosa, l'avertissant de faire attention et exigeant de savoir si elle osait interroger un conseiller militaire. L'Inquinju ne broncha pas. Elle lui dit clairement que son statut ne signifiait rien pour elle. Donc il ne pouvait pas la menacer. Elle révéla que la guilde Sky Dome avait récemment capturé des membres du Black Dragon Hall de Magic City. Sous interrogatoire,
ils avaient avoué que Chu Kunshan avait ordonné une attaque contre le repère de Shadow. Pire encore, ils avaient admis avoir prévu d'attirer Shadow dans une usine de feux d'artifice pour le tuer dans une explosion massive. Les autorités comptaient les arrêter à l'usine, mais avec la disparition de Dongfang Ye, elle était désormais officiellement soupçonnée d'avoir fui la justice. L'Inquinju accusa Chu Kunshan d'abus d'autorité et de complot terroriste, ordonnant qu'il soit emmené pour enquête. Quand les agents l'attrapèrent, Chu Kunshan se débattit, incrédule, criant des accusations et affirmant que l'Inquinju conspirait avec une guilde minable pour faire arrêter un officier. Elle répondit calmement. Elle se tenait du côté de la justice, rien d'autre. Elle se moquait du statut. Toujours en train de résister, il reçut l'ordre de coopérer. S'il était prouvé innocent, dit-elle froidement, il pourrait régler ses comptes plus tard. Puis elle asséna le coup final. On l'emmènerait à la prison de Magic City, un endroit où la durée de vie s'écoulait 100 fois plus vite que la normale. Forcé de monter dans un camion blindé, Chu Kunshan hurla des menaces et des protestations, jurant de se venger. Sans être vu, 3 silhouettes observaient depuis un arbre voisin. L'une confirma que l'homme arrêté était bien leur cible, Chu Kunshan, le conseiller d'état-major militaire. Ils sourirent, l'un serra le poing, tandis qu'une énergie violette et rose flambait autour d'eux. La nuit engloutit la route forestière tandis qu'un convoi de camions blindés s'y enfonçait. À l'intérieur du véhicule de tête, Chu Kunshan continuait de protester auprès de l'Inquinju, jusqu'à ce qu'elle lui annonce calmement que l'ordre d'arrestation venait d'au-dessus. Donc il ferait mieux d'économiser son souffle. Puis une détonation éclatante d'énergie jaillit des ténèbres. L'explosion frappa le camion de plein fouet, le faisant partir en vrille hors de la route. Dans l'épave, l'Inquinju s'agrippa à sa conscience, jurant lorsqu'elle comprit que le garde à côté d'elle était mort, son expression terrifiée figée. Le toit au-dessus d'eux fut arraché depuis l'extérieur. Une main descendit, saisit Chu Kunshan inconscient par le col et le tira dehors. Debout sur l'épave se tenaient 2 assaillants, un homme à banane, pompadour, et une fille aux cheveux bleus. Tenant Chu Kunshan, l'homme éclata de rire et déclara que la mission était trop facile. Les renforts du 2e camion blindé arrivèrent, armes levées, hurlant aux assaillants de relâcher leurs prisonniers et de se rendre immédiatement. La réponse fut un rire moqueur et détendu, comme s'ils venaient d'entendre une mauvaise blague au lieu d'un ordre officiel. Avant que les agents ne réagissent, la 3e silhouette de l'arbre bondit sur la route. Les yeux rougeoyants, il abattit un marteau enflammé sur leur véhicule, le pulvérisant avant de reculer d'un saut au moment où le camion explosait en une boule de feu, remplie de métal hurlant et d'hommes. À distance, l'homme à banane regarda, choqué. Il ne s'attendait pas à ce que l'autre soit aussi puissant. Un autre observa calmement, commentant que M. Théodore n'avait clairement pas exagéré sur la puissance qu'il leur avait fournie. L'assaillant au marteau atterrit parmi les flammes, riant follement tandis que des orgues de durée de vie lumineuse s'élevaient des agents morts. Il ricana en voyant à quel point il lâchait peu de durée de vie, presque vexé que tuer des chiens officiels rapporte si mal. Mais il adorait quand même tuer les hommes de Daxia. Une carte lumineuse apparut au-dessus de sa tête lorsqu'il se vanta que la carte de M. Théodore avait multiplié ses attributs par 5. Cela lui donnait une force comparable à celle d'un joueur niveau 50, alors qu'il dépassait à peine le niveau 10. L'homme à banane balaya sa plainte d'un geste, lui rappelant que la vraie récompense arrivait, des milliers d'années de durée de vie. Dans le camion renversé, l'Inquinju s'accrocha à la conscience, tremblant en regardant à travers les débris. Pendant ce temps, l'homme à banane lâcha que grâce à M. Théodore, Shadow mourrait, et Chichi serait vengé. Au moment où les assaillants s'apprêtaient à partir, la femme aux cheveux bleus les arrêta. Avec un sourire cruel, elle annonça qu'elle sentait encore une petite souris cachée dans le camion. L'Inquinju comprit trop tard qu'elle avait été repérée. Une énorme boule de feu s'abattit sur l'épave, déclenchant une seconde explosion, encore plus violente, tandis que la femme déclarait qu'aucun chien officiel ne serait laissé en vie. En s'éloignant, la femme aux cheveux bleus se plaignit amèrement que tout le monde était encore obsédé par Chichi, demandant si elle-même n'était pas assez belle.
L'homme à banane éclata de rire, expliquant que Chichi était une ancienne partenaire, et que l'aider à obtenir sa vengeance faisait partie des traditions. Quand ils disparurent dans la nuit, une Linquingieux à moitié brûlée, presque nue, se traîna hors de derrière un arbre. Elle possédait une classe cachée, chasseuse de démons. Elle avait utilisé sa compétence, perception de l'intention meurtrière. Cette compétence lui avait permis d'éviter la mort une fois, mais elle avait un temps de recharge de plus de 4 jours. Plus important encore, elle comprit la vérité, les assaillants étaient des restes de la guilde Alice, envoyés par Théodore pour capturer Chu Kunshan. Son escouade entière avait été effacée. Elle savait qu'il ne lui restait qu'une option, tout rapporter. Immédiatement. De retour dans le monde du jeu, Shadow emmena Ombre Spectrale à la tour de l'autorité divine, dressée au milieu des ruines de Magic City. Il expliqua que la PNJ qui la gardait était connue sous le nom de « Maman », même si son véritable nom était Virginie, la reine de la lune croissante. Il lui parla du passé brisé de Virginie, comment elle avait vu ses enfants se faire assassiner et avait perdu la raison, vivant dans l'illusion qu'ils étaient encore en vie. Cette illusion, dit Shadow d'une voix basse, pouvait être exploitée puisqu'elle donnait une quête aux joueurs, retrouver ses enfants. Mais cette quête ne pourrait jamais être terminée, parce qu'ils étaient morts. Cependant, si un jeune homme et une jeune fille entraient ensemble, Virginie les prendrait pour ses enfants, rendant l'épreuve plus simple et les récompenses bien plus grandes. Ombre Spectrale était visiblement mal à l'aise quand Shadow lui ordonna d'appeler immédiatement la PNJ, « Maman », une fois à l'intérieur. C'était pour ça qu'on l'appelait « Maman ». L'hésitation se lisant sur son visage, elle accepta, et ils franchirent les portes lumineuses. Un chemin de lumière les porta dans un espace éthéré rempli d'étoiles, où Virginie apparut. Très émotive, elle les accueillit comme ses enfants revenus. Ombre Spectrale joua le jeu sans difficulté, confirmant qu'ils étaient revenus pour le livre d'autorité divine. Puis elle alla un peu trop loin et se mit à pleurer en levant les yeux vers Virginie, disant combien elle lui avait manqué. Virginie s'effondra complètement, disant que son enfant lui avait manqué aussi, mais que les règles restaient les règles. Elle invoqua un clone d'elle-même, une entité massive de niveau 20, Ranjade, déclarant qu'elle les encouragerait à réussir. Un message du système confirma bénédiction de mère, augmentant leurs statistiques de 20%. Avant même que Ombre Spectrale ne puisse encaisser le boss, 3 silhouettes d'ombre se matérialisèrent devant elle. Notre gars venait d'utiliser sa nouvelle compétence, Ombre d'anéantissement. Il enchaîna ensuite avec son mouvement classique, entaille instantanée de l'ombre, ses clones bougèrent instantanément comme lui, libérant une tempête de frappe qui infligea plus d'1 million de dégâts sur le champ. Ce combo effaça l'avatar en un seul battement de cœur. Le système déclara le défi terminé. Ombre Spectrale resta figée, fixant l'espace où un monstre de Ranjade existait encore quelques instants plus tôt. Le clone commença à se dissoudre dans une lumière dorée, tandis que les clones de Shadow se tenaient là, menaçants. Ombre Spectrale se tenait derrière notre garçon, toujours sous le choc de la technique impossible dont elle venait d'être témoin. 3 clones. Une élimination instantanée. Elle voulait savoir quel genre de capacité pouvait produire un tel résultat. La reine Virginie descendit doucement, souriant toujours à travers son illusion, louant Allen et Anna pour leur force et leur bravoure. Elle remit à sa petite Anna une pile de livres bleus lumineux, lui offrant les 9 livres de dons divins qu'elle possédait. Ombre Spectrale, peut-être encore trop investie dans son rôle, la serra fort dans ses bras, pleurant en remerciant sa maman. Pendant que Kai observait en silence, sachant trop bien comment les joueurs avaient exploité cette gentillesse jusqu'à ce que Virginie épuise sa propre durée de vie jusqu'à la mort. Virginie se tourna vers Kai et lui demanda ce qu'il désirait. Il demanda le livre divin du bracelet de communication. Elle s'excusa, disant qu'elle n'en avait pas à cet instant. Mais elle proposa immédiatement d'en créer un en utilisant sa propre durée de vie. Alors qu'elle lui tendait le livre divin, le système confirma l'objet, déduisant à la place 150 jours de durée de vie à Kai. Virginie sourit chaleureusement, touchée que son fils ait sacrifié sa propre durée de vie plutôt que de la laisser se sacrifier. Elle lui dit qu'il n'avait pas besoin de faire ça. Mais Kai lui répondit de le considérer comme un cadeau pour sa maman, puis se détourna pour partir. Alors qu'il s'éloignait, Virginie les rappela,
disant à Anna de rester aux côtés de son grand frère si le danger survenait. Ombre spectrale rougit, jetant un regard à Kai et se demandant s'il pourrait vraiment devenir son grand frère un jour. Elle accourut à ses côtés et lui demanda en riant si elle devait désormais l'appeler maître ou frère. Kai s'arrêta net. Il se retourna avec un regard terrifiant, les yeux luisants, et lui dit qu'elle pouvait l'appeler comme elle voulait, sauf frère. Ombre spectrale se figea, stupéfaite par ce rejet brutal, et accepta maladroitement tandis qu'il s'éloignait. En le suivant, elle ne put s'empêcher de se demander quel passé douloureux rendait ce simple mot inacceptable. À ce moment-là, la capitaine Eva contacta Shadow par discussion vocale, lui demandant s'il pouvait lui donner les noms figurant dans sa liste d'amis. Shadow ne comprit pas immédiatement, alors Eva expliqua sans détour. Un tueur en série pervers était apparu à Jianghe City avec cette victime confirmée, et les rues murmuraient déjà que Shadow était ce criminel. Il écarta aussitôt cette idée. Mais le timing était trop parfait pour être une coïncidence. Chaque mort correspondait exactement aux périodes de connexion de Shadow, et la méthode prudente du tueur rendait crédible l'idée qu'il en était capable, même si Eva précisa clairement que son équipe savait qu'il ne tomberait jamais aussi bas. L'esprit de Shadow alla plus vite que les rumeurs. Si quelqu'un pouvait relier les meurtres à ses horaires de connexion, alors l'information venait forcément de l'intérieur de son cercle. Il énuméra immédiatement à voix haute sa liste d'amis, le chef de guilde des chevaliers du temple, White Snow, le vieux Zhang et sa petite-fille de la guilde Sky Dome, ainsi que sa propre membre de guilde, Ombre spectrale. Puis il posa la question clé, où les corps avaient-ils été retrouvés? Eva répondit qu'ils étaient dispersés dans toute la ville de Jianghe et lui demanda s'il était prêt à enquêter personnellement. Shadow n'hésita pas et confirma qu'il s'en chargerait. Le soulagement se fit entendre dans la voix d'Eva lorsqu'elle promit d'envoyer les dossiers, convaincue qu'il attraperait le tueur en quelques minutes. À peine l'appel terminé, Shadow se tourna vers Ombre spectrale et lui ordonna de se déconnecter immédiatement. Il s'agissait d'une mission dans le monde réel. Dans son manoir repère, Kai remit à Guiling le bracelet de communication du livre divin, permettant de rester en contact dans le jeu comme dans la réalité. Puis il ajouta une autre surprise en lui donnant la monture du loup fantôme pour accélérer sa traque. Guiling fixa les objets, incrédule, avouant qu'elle n'avait aucune idée de la façon d'enquêter sur des crimes. Kai expliqua calmement qu'il avait déjà écarté toutes les personnes figurant sur sa liste d'amis. Puisque Darius et les autres rapportaient directement aux autorités, il soupçonnait que la fuite provenait de l'intérieur de la police. Guiling était le choix parfait, car son toucher des sources jaunes pouvait traquer des cibles par l'aura ou l'odeur. Il lui envoya les dossiers et lui dit de s'adapter comme elle le jugerait nécessaire. Les poings serrés, Ombre spectrale promit de découvrir la vérité. Pendant ce temps, dans une chambre d'hôtel à Shanghai, Tony et la fille aux cheveux bleus jetèrent Chu Kunshan sur le sol. Tony annonça à Monsieur Théodore qu'il avait amené leur invité. Un homme âgé chauve, fumant un cigare, entra dans la lumière et loua l'efficacité de Tony. Chu Kunshan se figea de terreur, le reconnaissant aussitôt comme Monsieur Théodore de l'ambassade. Théodore sourit poliment, presque avec bienveillance, disant qu'il ne pouvait supporter de voir Chu subir une telle injustice. C'était pour cette raison qu'il avait demandé à ses amis de le sauver. En sueur, Kunshan fit remarquer que ses amis étaient des criminels recherchés à Daxia et liés à Shishi. Il exigea de savoir quelle était la véritable cible de Monsieur Théodore, Shadow ou le gouvernement de Daxia. Théodore éclata de rire, demandant s'il y avait vraiment une différence, puisque Shadow et les officiels travaillaient main dans la main. Kunshan s'emporta, hurlant que sa femme et son fils étaient morts, et que pourtant, c'était lui qu'on arrêtait pendant que Shadow restait libre. Il finit par regarder Théodore droit dans les yeux et admit qu'il savait que ce sauvetage avait un prix. Théodore expliqua que sa divination désignait Kunshan comme quelqu'un capable de l'aider à obtenir quelque chose qu'il désirait ardemment. Puis il posa une question simple, quelle était la profession de Kunshan dans le jeu? La compréhension illumina le visage de Chu Kunshan. Il baissa la tête et révéla sa classe cachée unique au sein de la classe de prêtre, maître Feng Shui. Il expliqua ses capacités, notamment harmonie yin-yang, capable de manipuler les émotions ennemies et d'infliger des dégâts bonus aux fantômes,
ainsi que perception des veines de la terre pour localiser monstres et trésors. Tony ajouta avec amertume que c'était un rôle de soutien, inutile dans un combat direct contre Shadow. Puis quelque chose de sombre brilla dans les yeux de Kunshan. Un symbole yin-yang apparut lorsqu'il activa sa compétence. Instantanément, les subordonnés de Théodore se retournèrent les uns contre les autres. Tony et l'homme musclé se mirent à hurler des accusations, la dispute dégénérant en combat brutal. Kunshan observa froidement, expliquant que sous l'influence de la compétence, il se battrait jusqu'à la mort, à moins que la cible ne le dépasse de plus de 5 niveaux. Théodore, au lieu de paniquer, se mit à rire et applaudit comme s'il assistait à une pièce de théâtre. Il félicita Kunshan, affirmant que l'avoir amené ici était la bonne décision. Puis Théodore sortit une carte brûlant de flammes bleues et ordonna l'arrêt du combat. Il lança Purification du clair de lune. Un rayon de lumière bleue descendit d'une lune spectrale, balayant les deux hommes et effaçant instantanément les effets négatifs. Ils s'effondrèrent inconscients. La fille aux cheveux bleus, Meijing, rit avec admiration et commenta à quel point la compétence de Kunshan était terrifiante. Théodore lui dit de les soigner. Kunshan resta trempé de sueur, terrifié, sachant qu'une purification ordinaire n'aurait jamais dû pouvoir annuler son pouvoir. Sentant sa peur, Théodore ouvrit les bras et accueillit officiellement Kunshan dans le groupe. C'est alors qu'il fut révélé que Théodore possédait lui aussi une classe cachée unique de prêtre, le devin. Comme une voyante. Sa classe lui permettait de tirer des cartes pour la divination, l'amélioration, la purification et la téléportation, et même de laisser d'autres utiliser ces cartes une fois. Dans les rues de Jianghe City, Guiling était accroupie, analysant quelque chose. Elle activa le toucher des sources jaunes. Une aura rouge s'écoula de ses doigts lorsqu'elle capta une piste. Elle annonça avoir trouvé l'aura du tueur. La trace cramoisie s'étirait au loin. Guiling monta le loup fantôme et le lança en avant, filant à travers les rues désertes en suivant la piste rouge sang. Ailleurs, dans un appartement de grande hauteur autrefois occupé par Kai, un coup frappa à la porte. Yuna ouvrit avec un grand sourire et salua la visiteuse en l'appelant Chuyan. Devant la porte se tenait une jeune femme en costume et un grand homme aux cheveux blancs, habillé tout aussi formellement. Yuna supposa avec enthousiasme que l'homme venait acheter l'appartement et félicita Chuyan pour avoir agi si vite. La jeune femme secoua la tête avec gêne. Ce n'était pas un acheteur, mais un joueur de classe devin qu'elle avait engagé pour localiser le frère de Yuna. L'homme aux cheveux blancs ajusta sa cravate et se présenta comme le devin Rentu. Le sourire de Yuna disparut aussitôt. Elle demanda pourquoi une divination était même nécessaire. Chuyan expliqua doucement qu'elle allait déménager dans quelques jours et ne pouvait pas laisser Yuna derrière sans s'assurer de la sécurité de son frère. Lorsque Yuna exigea de savoir pourquoi elle déménageait, la jeune femme expliqua que les autorités de Jianghe City avaient réclamé un repère de rang platine et invité la guilde de la rivière Mangsha à s'y relocaliser également. Elle exhorta Yuna à faire confiance à Rentu, insistant sur l'extrême précision de ses divinations. Rentu s'avança, acquiesça et ajouta que Kai était quelqu'un de fiable, et que si Yuna le suppliait sincèrement, il l'aiderait sans aucun doute. Yuna croisa les bras et rejeta l'offre sans ménagement. Elle remercia la jeune femme pour son attention, mais déclara froidement que si quelqu'un ne voulait pas d'elle après 19 ans, alors le poursuivre maintenant n'avait aucun sens. Extérieurement, elle resta ferme, mais intérieurement, ses pensées la trahirent. Elle gardait déjà le repère de Shadow, le voyait souvent, et elle croyait que ce n'était qu'une question de temps avant que Shadow reconnaisse sa valeur et l'intègre à sa guilde. La jeune femme soupira, visiblement épuisée par l'orgueil obstiné de Yuna. Elle suggéra quand même d'essayer la divination, puis s'excusa pour aller faire ses bagages, laissant derrière elle une pièce lourde de mots non dits. Rentu ne partit pas. À la place, il demanda calmement un objet que son frère avait utilisé, quelque chose pouvant servir de médium. Yuna répondit sèchement, répétant qu'elle n'avait pas besoin de divination. Rentu ignora l'éclat de voix et entra dans l'appartement comme s'il lui appartenait. Il jeta un coup d'œil autour de lui et remarqua que puisque les deux frères et sœurs avaient vécu ensemble, la maison elle-même suffirait.
Yuna le poursuivit, exigeant de savoir qui l'avait laissé entrer. Rantu sourit avec assurance et dit qu'il ressentait un lien fort avec elle, alors il effectuerait la divination gratuitement. Sans attendre son accord, il leva une carte brillant d'une lumière bleue et lui dit qu'elle pouvait regarder le résultat en premier. Si elle n'était pas satisfaite, cela n'aurait aucune importance. Rantu activa sa compétence, présage du dieu des étoiles. Une carte se forma dans l'air, enveloppée d'une aura bleue. Puis une image apparut avec un message cryptique. Une personne couverte d'ombre se trouvait au fond de la mer, attendant calmement. Avec une sympathie professionnelle, Rantu interpréta la vision, lui disant que son frère avait déjà brûlé vif et que son corps était tombé dans la mer. Les mots frappèrent Yuna comme une lame. En réalité, Kai se trouvait simplement dans son repère sous-marin, allongé sur le canapé pendant que la servante écoutait ses ordres. Yuna explosa de rage. Elle traita son frère de déchet pour être mort si facilement, pensant qu'il aurait dû vivre assez longtemps pour qu'elle devienne forte et qu'il la supplie à genoux. Rantu baissa simplement la tête et offrit des condoléances vides. Puis il changea de sujet avec une facilité inquiétante. Il mentionna qu'elle était en contact avec Shadow. Selon sa divination, il connaissait l'emplacement de Shadow et pouvait l'y emmener immédiatement. Brandissant une carte violette, il expliqua qu'il s'agissait d'un outil de téléportation. Tant qu'elle acceptait les conditions, il pouvait la téléporter. Il ajouta d'un ton mielleux que même si son frère n'était plus là, elle pouvait reconnaître Shadow comme un nouveau frère, et que tout le monde serait heureux. Yuna accepta sans hésiter. Intérieurement, elle ricana en pensant que son frère s'était échappé trop facilement, mais peu importait, Shadow la protégerait sûrement. Une lumière bleue s'épanouit sous leurs pieds, et le cercle magique s'activa. Le monde se tordit, et ils disparurent. Ils réapparurent dans une pièce sombre et crasseuse ressemblant à un laboratoire abandonné. Yuna scruta l'endroit, confuse, demandant où était Shadow. Rantu retira lentement sa veste de costume et répondit froidement que c'était à elle de le lui dire. Puis son poing s'abattit sur son abdomen. Le sang jaillit tandis que Yuna toussait violemment. Rantu l'attrapa par la jambe et la souleva, la tête en bas, exigeant tout ce qu'elle savait sur Shadow. Terrifiée et en sanglots, elle insista sur le fait qu'elle ne le connaissait pas vraiment. Rantu la traita de menteuse, lui rappelant qu'elle s'était vantée de garder la porte du repère de Shadow et de le voir souvent. Son poing s'enfonça dans son ventre tandis qu'elle pendait, impuissante. Son corps se ramollit lorsqu'elle perdit connaissance. Rantu claqua la langue avec agacement, surpris qu'elle s'évanouisse si facilement et déçu de ne pas avoir extrait une seule capacité du jeu. Il traîna son corps inconscient sur le sol comme un poids mort. Parlant dans son téléphone, il informa la personne à l'autre bout que la proie était prête. Avec un sourire affamé, il demanda quand il pourrait commencer, se plaignant que sa lame réclamait déjà du sang. Il jeta Yuna sur une table métallique tandis que son supérieur répondait. L'ordre était clair, pas de mise à mort sans instruction supplémentaire. Rantu soupira de frustration, mais ses yeux brillèrent bientôt de rouge d'anticipation. S'il ne pouvait pas la tuer, il décida qu'il prendrait son temps pour s'amuser. Ailleurs, un officier remarqua qu'aucune des connexions de Shadow n'avait été enregistrée depuis 2 jours. En sortant de la salle de bain, il raisonna que l'extraction des statistiques du jeu augmentait la faim dans le monde réel, rendant de si longues sessions impossibles. Il conclut que la capitaine Eva n'avait pas signalé Shadow parce qu'elle soupçonnait un piège. L'officier s'appelait Moreau. Son expression s'assombrit lorsqu'il imagina le public transformer Shadow en tueur en série Oni. Riant doucement, il crut qu'une fois l'indignation publique déclenchée, les officiels n'auraient d'autre choix que d'éliminer Shadow eux-mêmes. Dans les rues, le loup fantôme avançait silencieusement sur le bitume. Depuis son dos, Giling annonça qu'elle était arrivée. Un ruban d'énergie rouge ondula dans l'air. D'en haut, elle repéra une installation en béton et confirma que l'aura du tueur menait droit à l'intérieur. Elle sauta, activant la furtivité de l'ombre en se fondant dans les ténèbres. Atterrissant sans bruit sur un rebord de fenêtre, elle jeta un œil à l'intérieur. D'abord, le soulagement traversa son visage. Puis il se brisa en horreur.
À l'intérieur de la pièce, Yuna pendait au plafond par les poignets. Ses jambes avaient été sectionnées. Comme un véritable psychopathe, Rantu était agenouillé sous elle, la tête renversée dans une extase malsaine, déclarant que cela faisait bien trop longtemps qu'il ne s'était pas autant amusé. La demande de déconnexion de Yuna échoua, elle était toujours en combat. Des larmes coulaient sur son visage lorsqu'elle comprit que toute fuite était impossible. Ses jambes étaient grossièrement bandées, la douleur déchirant son corps tandis qu'elle hurlait, et Rantu riait sous elle. Elle ne comprenait pas comment la vente d'un appartement avait pu mener à ce cauchemar. Alors que la mort se rapprochait, elle cria à l'aide, implorant qu'on la sauve. Dans son désespoir, l'image de Kai surgit dans son esprit. Elle pensa que si son frère était là, il la sauverait. Elle le maudit pour être mort et l'avoir laissé seule. Puis, soudain, une lumière verte enveloppa son corps brisé. Une énergie magique commença à recoudre sa chair. La confusion se transforma en un mince espoir, quelqu'un était en train de la soigner. Cet espoir fut brisé lorsque Rantu leva les yeux en souriant de façon grotesque. Il se présenta de nouveau, révélant son identifiant de jeu, boucher, et sa profession de prêtre. Baigné dans l'éclat de son propre sort de soin, il lui dit de ne pas s'inquiéter. Il ne la laisserait pas mourir aussi facilement. Se couvrant le visage, il éclata d'un rire incontrôlable, expliquant sa philosophie. Le véritable plaisir venait du fait de jouer avec sa proie. C'était pour cette raison qu'il avait choisi d'être prêtre. La souffrance n'était pas un effet secondaire, c'était le but. La terreur submergea complètement Yuna. Ses yeux se révulsèrent, de l'écume se formant à ses lèvres tandis qu'elle s'évanouissait. Rantu leva les yeux vers elle, déçu, se moquant de sa faiblesse. Soudain, Rantu sentit quelque chose foncer vers lui. Son assurance arrogante se fissura lorsqu'il se tordit sur le côté, évitant de justesse une attaque fulgurante déchirant l'air. Depuis les hauteurs, Giling descendit, les yeux violets brûlant dans l'obscurité. Elle atterrit comme un jugement divin, libérant sa lame des sources jaunes. Une lame lumineuse transperça Rantu et le souleva, impuissant, dans les airs, tandis qu'elle lui demandait pourquoi il tuait des gens. Puis elle le fixa froidement et exigea, plus important encore, de savoir pourquoi il avait piégé Shadow pour ses meurtres. Rantu ricana et activa un sort de soin, convaincu de garder le contrôle. Cette illusion se brisa instantanément. La lame se resserra, immobilisant son corps, et Giling l'écrasa violemment au sol en lui saisissant la gorge. Elle le menaça de lui couper les jambes morceau par morceau s'il ne parlait pas. La terreur l'emporta, et Rantu craqua, suffoquant qu'il avouerait tout. Au même moment, dans le jeu, au milieu des ruines de Jianghe City, la capitaine Eva, Darius et Grand Cyrula analysaient le schéma. Puisque les horaires de connexion de Shadow n'étaient plus divulgués, les meurtres avaient cessé, prouvant que les crimes étaient montés de toutes pièces. Grand Cyrula s'emporta, affirmant que Shadow n'était pas un prédateur malade, soulignant que s'il tuait, il ne laisserait aucun corps derrière lui. La capitaine Eva acquiesça, mais avertit que l'opinion publique se moquait de la logique. Elle expliqua que le vrai danger était le chaos. Si la panique se propageait suffisamment, les autorités pourraient tuer Shadow simplement pour calmer la population, même en sachant qu'il était innocent. Quand Grand Cyrula demanda si les officiels pouvaient seulement le vaincre, Eva donna une réponse sombre. Ils ne le pouvaient pas, et essayer paralyserait la nation et inviterait un désastre étranger. D'autres pays interviendraient alors pour tenter de s'emparer de Shadow. Le joueur le plus puissant deviendrait ainsi l'ennemi de Daxia. Darius insista pour que le nom de Shadow soit blanchi au plus vite. La capitaine Eva se tut soudain, réalisant que le traître devait se trouver parmi les officiels de Jianghe, et qu'un seul nom correspondait. Dans un bureau sombre, Moro faisait les 100 pas, trempé de sueur. 2 jours sans déconnexion de Shadow signifiaient que quelque chose avait mal tourné, et il craignait que Rantu ait tout gâché. Son obsession se mua en haine lorsqu'il imagina le visage de la capitaine Eva. Tant que Shadow vivrait, pensait-il, elle ne serait jamais à lui. Serrant une carte lumineuse, Moro se convainquit qu'il trahirait Daxia si cela lui permettait d'avoir Eva. Puis son téléphone vibra.
Un message de Rantu affirmait que la proie s'était échappée et réclamait de la durée de vie pour extraire une compétence de traçage. La rage envahit Moro lorsqu'il comprit qu'une exposition le détruirait. N'ayant plus le choix, il conduisit sous un ciel plombé jusqu'à une installation industrielle abandonnée. À l'intérieur de l'entrepôt, il cria après le boucher puis se figea. Yuna pendait au plafond. À côté d'elle, Rantu était également suspendu, ligoté et inconscient. Avant que Moro ne puisse bouger, une énergie violette jaillit des ombres, enroulant son corps et le hissant la tête en bas à leur côté. La panique explosa tandis qu'il hurlait qu'on le libère, exigeant de savoir qui osait le toucher. Giling s'avança, les yeux rouges luisants, et lui dit calmement qu'elle savait exactement qui il était. Elle le nomma sans détour, le fils du maire de Jianghe City. Elle révéla que Rantu avait tout avoué, expliquant comment Moro ordonnait de jeter les corps pendant les périodes hors ligne de Shadow pour le piéger. Elle avait même libéré Rantu pour servir d'appât afin d'attraper le véritable cerveau. D'un geste de la main, Giling trancha ses liens. Elle lui dit que sa récompense pour avoir coopéré était simple, l'autorisation de s'amuser. Une énergie violette inonda Rantu tandis que la folie déformait son visage. Giling lui ordonna de tuer Moro comme il le voulait. Riant de manière hystérique, Rantu obéit, disant à son ancien patron d'arrêter de se débattre. Moro hurla lorsque le scalpel jaillit vers sa gorge. À la dernière seconde, Moro activa une carte dorée. Une onde de choc projeta Rantu au loin, et une tempête de flammes engloutit l'entrepôt. Giling observa la scène sans cligner des yeux. Lorsque la fumée se dissipa, Rantu gisait mort, se dissolvant en orbe de durée de vie flottant. Haletant, Moro la fixa et comprit exactement qui elle était, la disciple de Shadow. Grognant, il plaqua une carte rayonnante sur son front, inondant son corps d'énergie solaire. Son agilité explosa tandis qu'une arbalète dorée se formait dans ses mains. Il jura de tuer à la fois Shadow et son élève. Il s'élança dans les airs, tirant des flèches flamboyantes à une vitesse fulgurante. Ombre spectrale se glissa à travers les explosions avec un calme glaçant. Puis elle disparut. Moro resta suspendu, paniqué, réalisant trop tard qu'elle possédait des capacités d'assassin, tout comme Shadow. Une lame violette jaillit des ténèbres, transperçant ses bras et l'entravant complètement. Il hurla tandis qu'il était soulevé, impuissant, dans les airs. Ombre spectrale réapparut sous lui, les yeux luisants, et demanda calmement s'il était bien celui qui voulait nuire à son maître. Elle nota que quelqu'un d'aussi faible que lui ne pouvait pas posséder de telles compétences. Donc quelqu'un d'autre l'aidait. Qui était-ce? Brisé et en sanglots, Moro avoua tout. Il s'effondra complètement, sanglotant en déversant les derniers détails. Les étrangers liés à Shishi l'avaient approché, lui avaient remis des cartes puissantes et lui avaient ordonné d'aider à tuer Shadow, jurant qu'un gros bonnet intouchable les soutenait. Tremblant, il affirma ne rien savoir de plus. Il supplia pour sa vie, promettant que son père, le maire, lui donnerait tout si elle le laissait partir. Ombre spectrale ne se retourna même pas. Elle marmonna qu'il était trop bruyant. Derrière elle, des pics noirs et rouges jaillirent du corps de Moro, le réduisant instantanément au silence. Les yeux brûlants d'une lumière rouge, Ombre spectrale s'éloigna. Les paroles de son maître résonnaient dans son esprit, ne jamais laisser un seul ennemi s'échapper. Elle s'arrêta une fois, jetant un regard à Yuna, toujours suspendue inconsciente au plafond, les jambes absentes. Giling la plaignit, mais la laissa là, décidant que la survie relevait du destin, pas de la miséricorde. Les autorités s'en chargeraient. Peu après, la police prit d'assaut l'entrepôt suite à un signalement anonyme. Les agents se figèrent devant la scène et appelèrent immédiatement un soigneur en voyant la jeune fille blessée. Ils identifièrent les corps comme étant Moro et un homme inconnu. Il fut confirmé que la jeune fille était inconsciente, mais que sa vie n'était pas en danger immédiat. Quelqu'un appela soudain le capitaine. 2 téléphones étaient incrustés directement dans le mur de béton. Au-dessus se trouvait un message déclarant que les meurtres en série avaient été commis par ces 2 hommes afin de piéger Shadow.
Les téléphones contenaient toutes les preuves, et la jeune fille était répertoriée comme témoin. La signature du message était simple, faire le bien sans laisser de nom. Lorsque les agents examinèrent les téléphones, tout se dévoila. Les dossiers montrèrent que Moreau et Rantu avaient conspiré pour piéger Shadow, et pire encore, qu'une taupe au sein du département avait divulgué les horaires de connexion de Shadow à Moreau. Furieux, le capitaine ordonna l'arrestation immédiate du traître. Dans le monde réel, Kai était au milieu d'un repas gigantesque lorsque son téléphone sonna. Le message de la capitaine Eva arriva, chargé de soulagement. Elle lui annonça que l'affaire du tueur en série avait connu une avancée majeure. Kai fit l'ignorant, demandant s'ils avaient attrapé le coupable. Eva expliqua que Moreau et Rantu avaient été identifiés et étaient déjà morts. Les preuves provenaient des téléphones, et il y avait un témoin, mais comme la jeune fille avait perdu ses jambes et était toujours dans le coma, l'affaire ne pouvait pas encore être totalement close. Kai nota silencieusement que Ombre Spectrale avait exécuté la mission à la perfection. Eva s'excusa pour les ennuis et proposa une compensation sous forme d'information. Elle décrivit l'apparition d'une nouvelle ville de débutants à Jianghe City. 5 monstres volants tournaient dans le ciel, chassant les joueurs, et peu importe combien étaient tués, il restait toujours 5. Elle soupçonnait un trésor caché et exhorta Shadow à enquêter. Les yeux de Kai s'écarquillèrent lorsqu'il comprit. Une autre dalle d'ancien dieu avait fait surface. Il analysa rapidement la situation. Si la dalle se trouvait dans le ciel et que les joueurs ne pouvaient pas encore voler, il lui faudrait une monture volante. Ses pensées allèrent directement à la clé de la cité des crânes qu'il avait obtenue à la tour de l'inclinaison magique. Cette cité avait autrefois appartenu à l'Empire Marega, la terre natale de la race des dragons. S'il existait une monture volante quelque part, ce serait là-bas. Mais il se souvenait que l'entrée nécessitait le niveau 20. Kai était encore niveau 19. Il lui manquait un seul niveau. Avec une détermination silencieuse, il entra dans le jeu. Un seul niveau, c'était tout ce dont il avait besoin. Shadow se téléporta sur la plage extérieure de la cité des crânes. Un littoral lugubre s'étendait devant lui, jonché de squelettes colossaux, tandis qu'un château sombre se dressait sur une île au loin. Après son arrivée, il avait déjà éliminé tous les monstres à proximité, tandis que des orbes de durée de vie lumineuse se dispersaient sur le sable. Puis quelque chose attira son attention. D'autres joueurs étaient déjà passés par là. Kai les observa à distance. Un gigantesque homard squelettique se dressa, crachant de l'acide vert sur un groupe de joueurs. Parmi eux se trouvaient l'Inquinju et un grand homme étranger. Le visage de l'Inquinju pâlit tandis que des bulles d'acide dérivaient vers elle. L'homme étranger s'avança avec assurance, disant aux autres de bien regarder. Une aura verdâtre et spectrale l'enveloppa. Le système identifia sa classe, marcheur d'âme. Une classe de soutien caché qui transformait les alliés en forme spirituelle, incapable d'attaquer mais totalement immunisé aux dégâts. Le homard libéra un souffle acide dévastateur, mais celui-ci traversa les joueurs intangibles sans leur causer le moindre mal. Depuis sa cachette, le regard de Shadow se durcit. Il les reconnut immédiatement. Dans sa vie passée, cet homme étranger, Zuma, ainsi que Théodore et d'autres, avaient travaillé ensemble pour piéger les autorités de Magic City. Leur complot avait causé d'énormes pertes, laissant les forces de l'ordre paralysées. Les conséquences avaient plongé Magic City dans le chaos pendant 3 mois. Et ce chaos, se souvenait Shadow avec gravité, avait indirectement coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. À présent, avec la barre de vie du boss tombée sous la moitié, une seule question demeurait, que s'apprêtait à faire Shadow? Sur cette question, l'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin. Il s'est passé énormément de choses aujourd'hui. Le lore enfoui du jeu maudit, l'évolution de classe de Ombre Spectrale, la fin de Dongfang YE et de Nancian, les restes de la guilde Alice après la mort de Shishi, Monsieur Théodore et la terrifiante classe de Devin, Yuna découvrant à quoi ressemble la vie sans Kai veillant sur chacun de ses pas, et une taupe gouvernementale dont la cupidité s'est terminée dans le sang et la vengeance. C'était un épisode long, comme beaucoup d'entre vous l'avaient demandé, et j'espère que vous en avez apprécié chaque seconde. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, on se retrouve au prochain épisode.